BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Avant de choisir un placement, les experts conseillent souvent de regarder la documentation qui accompagne ces placements qu'on vous propose, notamment le DCI. Qu'est-ce que c'est que ça? Saïd Belbéchir vient de nous rejoindre. Bonjour Saïd. Bonjour. Responsable du développement CGPI de Aviva Investors France. Le DCI, donc, qu'on nous dit toujours de regarder. Qu'est-ce que c'est que ça, le DCI? Qu'est-ce que c'est que ça, effectivement? Je l'ai apporté, le DCI, il est là. C'est un document qui tient sur 2 pages, parfois un peu plus, parfois 3 pages, pas beaucoup plus. C'est un document qui est extrêmement important. Pourtant, Guillaume, si on fait un sondage tout de suite là dans la rue, en faisant attention de ne pas glisser avec toute cette neige, on va se rendre compte que très peu d'épargnants connaissent ce document. Ceux qui vous répondront, qui connaissent, ils vont vous dire que c'est plutôt un magazine dans lequel on va trouver des super-héros, le DCI. Mais qu'est-ce que c'est donc le DCI? Document d'information clé pour l'investisseur, DICI. C'est un document qui est quelque part une notice, un mode d'emploi pour son investissement sur un OPC. Comme la notice, le mode d'emploi qu'on trouve dans la boîte d'un médicament, dans une boîte de médicaments, c'est un peu ça. Voilà. C'est le même principe. Est-ce que ce DCI concerne tous les placements, que ce soit les actions, les obligations, l'immobilier quand j'y investis? On le trouve partout pour tous les placements ou ça concerne seulement certains d'entre eux? Alors non, seulement les OPC. Alors, il faut peut-être que je réexplique ce que c'est qu'un OPC. Un OPC, c'est un véhicule d'investissement. Donc, imaginez une espèce de grande poche dans laquelle les épargnants vont pouvoir se mutualiser pour faire des investissements. Donc acheter, comme vous l'avez dit, des actions, mais pas uniquement. On peut acheter des obligations à travers un OPC, de l'immobilier, des devises, tout plein de choses. Et donc, ce document, ce fameux DCI, on a dit, hein, c'est une notice, c'est un mode d'emploi. On peut même parler un peu gastronomie, si vous êtes d'accord, toujours, Guillaume. Toujours. Qu'est-ce que c'est votre plat préféré? Ça restera entre nous. Ça restera entre nous. Moi, je peux vous donner mon plat préféré, c'est le gratin dauphinois. Alors, le gratin dauphinois, si on considère que c'est un investissement, eh bien, le DCI, c'est la recette. Donc vous allez trouver tous les ingrédients qui vont composer votre investissement, la façon dont on va travailler ces ingrédients, est-ce qu'on met au four, à combien de temps, combien de pommes de terre, quelle variété, etc. Donc c'est des informations qui, comme le dit le document, sont clés, qui malheureusement ne sont pas beaucoup regardées et pourtant on devrait, parce que dans des périodes difficiles comme 2020 notamment, eh bien, la transparence fait beaucoup de bien aux investisseurs, puisque y a rien de mieux que de regarder finalement sur quoi on a investi quand on est dans une période comme ça. Ça rassure. C'est un instrument de transparence. Alors vous arrivez en plus à nous mettre l'eau à la bouche sur ce DCI. On va aller plus loin, on va se mettre dans la peau de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont peut-être prêts à passer à table pour filer la métaphore. Qu'est-ce qu'on retrouve de si utile pour l'investisseur dans le DCI, dans ce document? Alors comme je vous dis aux yeux, j'ai pris un document de chez nous, hein, d'un fonds que j'apprécie beaucoup, mais j'ai pas le droit de faire de la publicité. On imagine, oui. Voilà, un fonds pour les amateurs de grandes marques. Et on va trouver, ce qui saute aux yeux, c'est le profil de risque dans ce document. Niveau de risque qui est échelonné entre 1 et 7. Alors si on reste dans le domaine de l'alimentaire, de la gastronomie, ça peut être un peu quelque part le Nutri-Score. Voilà, est-ce que vous avez un investissement qui est très risqué, maximum c'est le niveau 7, très peu de risque niveau 1, et entre les deux, donc l'équilibre. Une information importante pour l'investisseur, évidemment. Oui, tout à fait. Alors vous avez tout plein d'autres informations très importantes comme l'historique de performance de risque, le niveau de frais, etc. Vous n'avez pas toutes les informations, parce que toutes les informations sont dans un autre document qui est pour le coup moins lisible, en tout cas qui est beaucoup plus complet. Il fait 10 pages de plus, il s'appelle le prospectus. Mais ce d'ici, si je prends une autre métaphore qui va toucher le monde de l'automobile, vous voyez quand vous allez chez votre concessionnaire, premier réflexe, c'est pas de regarder le manuel d'utilisation qui est dans la boîte à gants, qui est très gros. C'est regarder plutôt le petit panneau qu'il y a devant la voiture, dans lequel il y a les principales caractéristiques de la voiture. Qu'est-ce que c'est? C'est souvent combien de place vous avez dans la voiture, la taille du coffre, la puissance du moteur. Mais on va pas beaucoup plus loin. On va regarder uniquement ce dont on a besoin, et on retrouve tout ça dans ce fameux DCI. Qui met à disposition donc des investisseurs tous les éléments nécessaires pour comprendre, savoir dans quoi ils investissent, dans les grandes lignes, aider à la comparaison des différents fonds également. Ça sert à ça le DCI, et le détail l'accompagne. C'est dans le prospectus qu'on trouve le détail. On entend aussi parler de fiche reporting. Fiche reporting, c'est quoi? Alors la fiche reporting, c'est encore autre chose. C'est un document qui est tout aussi condensé que le DCI, mais qui, lui, si on reste dans l'image de la voiture, c'est un petit peu, quand vous vous installez dans votre véhicule, vous avez en face de vous le tableau de bord.
Et là, vous avez la vitesse à laquelle vous roulez, la pression des pneus, la température de l'huile. Donc vous avez vraiment des informations qui, contrairement aux DC qui sont générales, là vous avez des informations à l'instant T. C'est ça, sur les actifs qui composent le fonds, par exemple. Voilà, à l'instant T, ou à date, ou à une date donnée, voilà quels actifs, voilà quelle proportion d'actifs bancaires, d'actifs dans la construction, etc., composent le fonds. Bref, c'est la photo à l'instant T des choix d'investissement des gérants, quelque part. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle cette fiche reporting, contrairement au DC, elle a une fréquence qui est beaucoup plus forte. Elle est souvent mensuelle. Et d'ailleurs, pour résumer la chose, le DC, c'est votre véhicule à ces caractéristiques-là. Il est capable d'aller de 0 à 180 km/h maximum. La fiche reporting, c'est en ce moment, vous êtes très exactement, alors on est sur Paris, donc 30 km/h, voilà. Oui, et puis il y a de la neige. Il y a de la neige, voilà. Donc c'est des informations qui sont importantes. Alors le petit plus de la fiche reporting, c'est que vous avez en plus des informations sur le détail de votre composition. Vous avez par exemple des petits histogrammes, c'est assez facile à lire, qui vous donnent une répartition par secteur. Est-ce que vous avez de l'agroalimentaire? Est-ce que vous avez des banques ou de l'automobile? Une répartition géographique également. Est-ce que vous êtes plutôt aux États-Unis, plutôt en Europe, plutôt en Asie? Ou alors une répartition par devise? Ceci dit, oui, on a tous ces documents, ce sont des instruments de transparence pour les investisseurs et c'est très utile, c'est de l'information, évidemment c'est nécessaire. Ceci dit, parfois il y a trop d'informations dans ces documents, il y a des éléments très techniques, peu compréhensibles par le commun des mortels, on est d'accord Saïd? Le ratio de Sharpe qu'on voit parfois apparaître, le max drawdown également, franchement ces infos-là, elles ont une vraie utilité. Quand un document est plein d'infos incompréhensibles, quelle utilité pour ceux qui veulent investir? Alors là, Guillaume, effectivement, je pense qu'on a beaucoup de progrès dans le monde financier à faire pour pouvoir, quelque part, faire preuve de pédagogie et vulgariser tout cela. Je crois que les anglo-saxons sont un petit peu en avance par rapport à nous sur le sujet. Et nous, d'ailleurs, chez Aviva Investors, on essaie de faire en sorte d'aider l'épargnant en mettant à disposition un lexique, un index, à la fin de chacune de nos fiches reporting, pour pouvoir leur expliquer en quelques mots à quoi correspondent ces termes qui paraissent un peu barbares. Alors, on va pas tous les expliquer. Le max drawdown qu'on voit souvent, c'est quoi? Alors, le max drawdown, c'est un terme qui est très important, en fait. C'est quelque part, pour faire simple, alors évidemment, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce que vous allez risquer de perdre sur une période donnée au maximum. Alors, supposons que l'année dernière, vous rentrez sur un point haut en février et vous sortez sur un point bas en fin avril, par exemple. Ben, le max drawdown, c'est ça. C'est ce que vous allez pouvoir perdre sur une période donnée au maximum. Pourquoi c'est important? Parce que, quelque part, c'est lié au profil de risque. C'est ça. Et ça vous projette dans le pire des scénarios. Est-ce que vous seriez prêt justement à accepter le film dans le pire des scénarios possibles? C'est un peu ça que nous dit, c'est sur ça que nous renseigne le max drawdown par exemple. Voilà, le max drawdown, c'est presque de la finance comportementale. C'est en un chiffre. Vous allez voir tout de suite. Vous allez pouvoir tout de suite éviter de décrypter tout un graphique. Sur la fiche reporting, il y a aussi des graphiques historiques de performance. Et là, en un chiffre, ça vous saute aux yeux. Vous voyez, moins 30 sur une période comme ça, je vais peut-être choisir un autre fonds un peu moins risqué. Et ça, c'est dans la fiche reporting, c'est ça? C'est dans la fiche reporting. Bon, merci beaucoup Saïd Belbachir, Aviva Investors France, régulièrement à nos côtés. C'est bien de faire un peu de pédagogie aussi, puisque ces fiches-là, tous les investisseurs y ont droit quand ils choisissent d'investir dans des fonds de gestion, dans les OPCVM. Un peu de pédagogie fait pas de mal. Vous pouvez retrouver le replay de cet échange sur notre site bfmbusiness.com. Merci Saïd. Merci à vous. À très bientôt. Le CAC 40 toujours stable. Dans un instant, on sera à Euronext Paris. Étienne Braque nous attend pour le suivi de la séance. On sera aussi à New York avec Grégory Volokin. À tout de suite sur BFM Business. Wall Street est stable. D'ailleurs, allez, on va prendre la petite hausse du jour. Légère hausse des indices américains. On en parle donc dans une poignée de secondes. À tout de suite.